Soyez les bienvenus à tous dans ce nouveau débrief sur Médian TV Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle en Afrique. Comme vous le savez, cette année, le thème de la Journée mondiale des consommateurs, célébré le 15 mars dernier, a porté sur des produits connectés de confiance. On estime à environ plus de 23 milliards le nombre de produits connectés à travers le monde, bien plus que la population mondiale. Et pour l'Afrique, l'intelligence artificielle s'avère être une véritable clé du changement profond dans des secteurs prioritaires tels la santé, l'agriculture ou l'éducation, soulevant également de nombreux défis à relever. Et pour en parler, nous sommes avec M. Mohamed Diouf, directeur de l'innovation de Gaindé 2000. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour et merci de nous inviter. Le plaisir est partagé avec lui. Nous sommes avec Elias Waliba, cofondateur de Galsen Intelligence Artificielle. Bonjour Aminata. Merci. Bonjour à vous. C'est un plaisir de vous recevoir en tout cas. Nous allons poser la première question à M. Diouf. C'est quoi l'intelligence artificielle? Bon, excellente question. Merci pour l'invitation Aminata. L'intelligence artificielle n'a pas forcément une définition calée et en réalité, il y a une perception qui surclasse même la définition. Mais si on veut rester très catégorique, on peut dire que c'est l'utilisation des technologies de l'information pour répliquer ou en tout cas reproduire le comportement humain dans ce qu'ils considèrent comme intelligent, donc dans le raisonnement, dans les façons de faire et dans la capacité d'emmagasiner une quantité d'informations et d'en tirer un raisonnement logique. Donc dans le cas par exemple de l'agriculture, on peut en utilisant des caméras déterminer une certaine production ou certaines maladies ou problèmes qu'un champ peut avoir et ce que normalement l'agriculteur devrait faire en cueillant ou en amenant certaines informations ailleurs et juste avoir une caméra et pouvoir avoir un programme derrière qui aura toute la logique et déduire même les problèmes auxquels on peut être exposé. Alors, où en est le continent africain alors? Bon, le continent africain, déjà, il faut comprendre que l'intelligence artificielle est semée à travers le continent en tant qu'utilisateur et en tant que producteur, tout en essayant d'éviter certains défauts, c'est-à-dire d'exacerber les problèmes qui sont déjà présents. Dès qu'on dit qu'on est capable de reproduire ce que l'humain fait, on commence à penser aux emplois. Déjà que l'Afrique a des problèmes d'emploi, en allant déjà créer un système qui remplace l'humain, ça pose des problèmes. Mais il faut comprendre que certains pays ont commencé un travail pour anticiper et préparer la démarche et aller de l'avant, donc être producteur plus que consommateur. Je peux citer l'exemple du Rwanda qui a déjà une vision, le Kenya qui a une task force, je pense que les résultats viennent de sortir au mois de mars sur l'intelligence artificielle et la blockchain. Le Maroc aussi qui a démarré une stratégie et des appels à candidature et des projets sur des projets d'intelligence, sur des cas d'intelligence artificielle. Donc l'Afrique se réveille et essaie d'être plus producteur maintenant que consommateur de produits d'intelligence artificielle. Voilà, alors Monsieur Bass, ce réveil africain, comme le dit Monsieur Diouf, nécessite une expertise. Le continent est-il à la même hauteur que les autres, on peut le dire? Oui, alors c'est ça qui est fascinant avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est un jeu où tout le monde a la même chance en fait de gagner. Et donc c'est la première fois en tout cas dans l'histoire où l'Afrique peut compétir au même niveau technologique que le reste du monde. Et donc, le continent africain, si on prend juste sa population, qui est majoritairement jeune et qui est à plus de 1 milliard et quelques, c'est un continent où il y a beaucoup de potentiel et où les chances en fait, de trouver des gens qui sont compétents sont extrêmement grands. Et donc, pour ça, il y a tout en fait, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir bâtir en fait bâtir de très bonnes équipes pour compétir sur le terrain de l'intelligence artificielle. Mais pour ça, il faut un accompagnement, il faut de la formation, il faut beaucoup de choses qu'il faut mettre en place
afin de donner la chance à tout le monde. Comme vous l'avez dit, cette expertise nécessite également le déploiement d'infrastructures particulières. Vous, déjà, vous êtes cofondateur de Galsen Intelligence Artificielle. Déjà, vous organisez des forums en ce sens, vous encadrez peut-être des jeunes. Comment ça se passe à votre niveau? Alors oui, nous, à Galsen AI, on a noté ça et on s'est dit qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est déjà un ensemble de moyens et techniques. Il n'y a pas que les compétences techniques, mais il faudrait avoir des moyens pour pouvoir se développer dans ça. Et donc, nous, au niveau de Galsen AI, on essaye de faire à hauteur de nos moyens. On essaye d'accompagner des jeunes qui sont à l'université, qui ne sont pas encore sortis. Déjà, on fait un travail de vulgarisation pour essayer de les parler de l'intelligence artificielle et de ce que ça pourrait les apporter, de ce que ça pourrait apporter au développement de l'Afrique. Déjà qu'ils reçoivent l'information à leur niveau. Qu'ils reçoivent l'information. Et ensuite, on fait aussi des séances, des ateliers qu'on appelle des workshops, où on essaye de faire en fait des formations sur des algorithmes, des techniques, des stratégies en fait pour déployer des solutions d'intelligence artificielle. Alors, Monsieur Diouf, vous également, vous êtes directeur de l'innovation à Gaïndé 2000. Vous encadrez des startups déjà. Et pour la première fois sur le continent, un centre de recherche sur l'intelligence artificielle est ouvert au Ghana. Et il y en a même qui va prochainement s'ouvrir au Nigeria avec Microsoft. Mais pour le Ghana, c'est avec le géant Internet Google. Déjà, que pensez-vous déjà de cela? Et ça a été même confié en Sénégalais, Moustapha Cissé. Oui, c'est une excellente démarche qui rassure, qui inquiète un temps soit peu quand même, mais qui rassure. C'est-à-dire, elle rassure dans le sens qu'on sait que les ressources humaines sont disponibles. Et c'est un facteur clé de succès dans le domaine de l'intelligence artificielle parce que les ressources humaines permettent la conception et la préparation du terrain. Par contre, ce qui ne nous rassure pas, c'est que c'est les géants du monde informatique qui viennent s'implanter. Ça veut dire que, voilà, et vous n'êtes pas sans savoir que dans le domaine où on est et l'avenir de l'humanité dépendant principalement de ces technologies de l'information, il y a quand même un positionnement de souveraineté nationale ou continentale, si vous voulez, qui permettrait d'avoir une emprise sur nos données, sur nos façons de faire et sur les traitements que nous faisons sur les données. Et l'exporter et le laisser à d'autres personnes nous priverait, entre guillemets, d'une certaine indépendance économique. Parce que ce n'est pas plus forcément la monnaie ou la souveraineté nationale qui va définir, il y a une souveraineté électronique ou informatique qui sera mise en place et on n'a pas les mêmes niveaux de conscience, on n'a pas les mêmes niveaux culturels, on a aussi d'autres paramètres qui rentrent dans notre politique nationale et avoir, par exemple, dans le domaine agricole, avoir dans le domaine financier, dans le domaine de l'éducation, d'autres personnes qui viennent vous éduquer, qui viennent faire vos cultures, qui viennent gérer vos finances, ça peut être dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'ouvrir, qu'il ne faut pas appliquer les technologies des autres, mais il faut quand même avoir une certaine mainmise sur nos produits, sur nos façons de faire pour avoir cette liberté de se développer. Il faudrait que le continent bénéficie lui-même de son propre savoir. Exactement. Et de ses propres infrastructures, parce que le détenteur de l'infrastructure est le détenteur des données, et le détenteur des données peut en faire ce qu'il veut. Alors, Monsieur Ba, cela contribuerait fortement également à l'amélioration des conditions de vie des populations, on le sait, et les technologies y contribuent fortement grâce aux recherches qui seront effectuées dans ces différents centres-là. Mais quelles sont les opportunités qui s'offrent au continent avec tout ça? Alors, tout à l'heure, M. Diouf a parlé un peu d'un petit risque que l'Afrique court, c'est-à-dire qu'ici déjà on a un problème d'employabilité et si on pense que l'intelligence artificielle va déjà nous prendre le peu d'emplois qu'on a, ça risque d'être un problème. Déjà, commençons par les risques avant d'en venir même aux opportunités. Voilà. Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est une révolution. Et comme toute révolution, il y aura de grands changements qui vont arriver. Et donc, il y a forcément des risques, en fait. Mais c'est une révolution, on ne peut pas l'empêcher, en fait, d'arriver. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est se préparer face à ça. Et s'adapter. Et s'adapter. Et il n'y aura pas une perte d'emploi, mais il y aura en fait des changements d'emploi. C'est des métiers qui vont changer, des métiers qui vont disparaître et d'autres qui seront créés. Et donc, il faudrait que les gens se préparent à ça et qu'ils puissent s'adapter, comme tu viens de le dire. Et comment se préparer à ça ?
avant de s'y adapter? Alors, se préparer, déjà, il y a la formation déjà. Il faudrait qu'on puisse former le maximum de gens dans ces métiers-là qui vont venir. Il n'y a pas qu'en fait, il n'y a pas que la formation technique. Il y aura de nouveaux métiers. Il faudrait pouvoir anticiper sur ces métiers-là et instaurer déjà des formations très adéquates dans les universités, dans les centres de formation. Ensuite, il faudrait aussi des politiques d'accompagnement. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect technique, il y a l'aspect des données, il y a l'aspect d'adoption en fait de cette nouvelle mode de vie. Donc il faudrait en fait un accompagnement politique, il faudrait beaucoup de travail de vulgarisation, il faudrait que tout le monde puisse au même niveau savoir ce qu'est l'intelligence artificielle et ce que ce n'est pas. Alors vous avez un mot, vous partagez l'avis de M. Ba? Parfaitement, et je pense juste, je vais faire la fameuse citation de Rabelais qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et là, dans la situation où on est, il faut comprendre que l'intelligence artificielle sera dans nos vies. Et qu'on soit acteur, qu'on soit producteur, qu'on soit consommateur. Donc cette anticipation dont parlait M. Ba est importante, mais même le cadre juridique. Parce que quand la police, par exemple, quelqu'un qui vous arrête quand vous conduisez, si c'est un policier humain, il y a certaines tolérances, certains seuils qu'il peut faire et qui peut vous verbaliser au moment opportun. Et si cette police-là est une machine qui, sans arbitrage, peut faire certaines choses, s'il n'a pas l'enseignement ou la préparation adéquate, parce que l'intelligence artificielle, on pourrait peut-être y revenir sur des termes techniques, c'est une amélioration continue, c'est un deep learning, il faut qu'il s'adapte. Au début, il va dire tout le monde qui passe à plus de 100 est dangereux. Mais si vous avez un blessé, peut-être que vous avez le droit de passer à 100, mais le temps qu'il s'adapte, il pourrait vous arrêter et causer certains problèmes. Donc il faut être conscient de ce niveau de la machine qui va s'adapter et qui va apprendre. Et le cadre juridique qui va devoir l'accompagner. Donc c'est de préparer. On ne peut pas tout prévoir du premier coup. Et cette préparation dans la formation, comme il l'a dit, cette préparation dans le cadre juridique, cette préparation dans des politiques qui doivent accompagner nos États, elle est très importante. Et surtout que nos autorités devraient s'y atteler parce que ça va avec le temps. Au Sénégal, si on prend l'exemple avec du président Macky Sall pour son deuxième mandat qui parle de mode fast track, il faudrait envisager ce genre de cadre, surtout juridique, pour s'y mettre. Et on a parlé de l'aspect négatif, mais tout n'est pas négatif. Il y a des aspects positifs, évidemment. Et cela contribuerait fortement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Je le disais tantôt à M. Ba, grâce aux recherches qui seront effectuées dans les différents centres que nous aurons à mettre en place et espérons bien que l'Afrique pourra avoir son propre centre en intelligence artificielle. Quelles sont les opportunités qui s'offrent au continent? Bon, déjà, je pense, je vais rebondir sur... Et nous allons commencer par le domaine de la santé, par exemple. Parfait. Bon, avant d'y arriver, je vais juste revenir sur un parallèle qui se fait. Ça veut dire qu'on a manqué le voyage aéronautique. C'est-à-dire tout le monde va sur la Lune et on a de la difficulté à rattraper. Alors que dans le domaine de l'intelligence artificielle, je pense que tous les ingrédients sont là pour qu'on soit dans le premier bus et qu'on accompagne tout le monde. On parle de la population, des problématiques africaines qui sont très intéressantes pour le sujet de l'intelligence artificielle. Et je reviens sur la santé. C'est l'exemple de la santé, on n'a pas assez de médecins. On n'a pas pour aller jusque dans des coins les plus reculés. Et alors qu'on a la capacité, avec l'intelligence artificielle, de poser un diagnostic à distance et des fois même coaché par un médecin qui est à distance, qui a déjà pris toutes les informations, qui peut faire certaines validations. On pourrait assurément aller jusqu'à ce que le médecin ne soit pas là pour faire ce diagnostic. Par exemple, dans le cas de cancer, il est maintenant documenté que certaines machines sont capables de diagnostiquer sur des radios plus précisément que des spécialistes de certaines maladies. Et donc, on pourrait aller jusque-là. Je pense qu'au tout début, il faut un accompagnement. Je parlais de conscience, je parlais de la relation humaine qui est importante, surtout au début, le temps que les gens s'y fassent. Mais c'est important de dire que ça peut ouvrir des opportunités. Là où on n'a pas la capacité d'avoir des médecins dans un village, que l'intelligence artificielle, avec une vidéo ou un téléphone, qu'on puisse prendre des informations, poser les premiers diagnostics et régler. Le cas d'épidémie comme l'Ebola, on peut
en utilisant des technologies nouvelles telles que l'intelligence artificielle, confiner plus rapidement, lancer plus rapidement les alertes et réagir plus rapidement que d'attendre que quelqu'un quitte un village, amène un document ou un échantillon pour analyse. Donc on a cette capacité d'anticiper et de réagir quand on sait que dans le type d'épidémie ou d'endémie, la réactivité ou le temps de réaction est très important. Et cela y va d'une volonté politique, n'est-ce pas? Oui. Oui, en fait, il faudrait... Je pense qu'en fait, en dehors de l'aspect technique qui génère les solutions qu'on va utiliser, la politique, c'est elle qui détermine en fait notre avancée dans le niveau en termes d'intelligence artificielle. Parce que la politique, c'est elle qui régit toute forme en fait de production qu'on va faire. Et donc, on ne peut pas en fait espérer évoluer dans ce domaine-là si on n'a que des expertises, si on n'a que des compétences sans pourtant avoir l'accompagnement. Alors sur ça, je voulais juste parler d'une petite chose. On pense qu'en Afrique, on n'a que Moustapha Cissé, mais surtout au Sénégal, mais on a beaucoup de gens aujourd'hui, on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont des experts dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais qu'on a exporté. L'Afrique aujourd'hui exporte en fait de l'expertise. Il y a une fuite de savoir. Oui, il y a une fuite de savoir et on importe les solutions que les géants en fait du net, qui ne sont pas du tout des Africains, on importe les solutions qu'ils ont taillées sans même pour autant réfléchir aujourd'hui sur en fait nous quel est notre mode de vie. Si vous tapez sur Google, si vous tapez en fait un joli bébé sur Google, il y a de fortes chances qu'on vous montre en fait un bébé de race blanche. Je sais pas, c'est pas raciste, mais c'est vrai parce que quand les gens concevaient ces algorithmes-là, ils n'ont pas pris en compte les Africains. Parce que nous, on exporte des expertises et on importe aujourd'hui les solutions que les gens nous font. Parce que justement, il n'y a pas cette politique-là d'accompagnement. Bon, je pense que cela appartient aux autorités déjà de se pencher sur la question et d'essayer de voir comment faire pour aider ces jeunes du futur, comment on peut l'appeler, à aider à contribuer plus tard à notre développement. Et là, on a seulement parlé du domaine de la santé, mais il y a l'éducation également, parce qu'on utilise beaucoup les nouvelles technologies de l'information et de la communication, n'est-ce pas, M. Diouf, pour le développement de l'éducation? Effectivement, et vous avez parlé de la volonté politique et tantôt vous parlez de l'exemple du Sénégal avec le mode fast track. C'est très intéressant d'aller dans ce mode de fast track, mais il faut encore revenir au b.a.-ba, à la base de tout. C'est-à-dire qu'en ce moment, on parle de fast track sur certains domaines, mais l'économie numérique n'a pas encore toute la place qu'elle devrait avoir. Et d'aucuns même disent qu'on ne devrait plus parler d'économie numérique parce que c'est l'économie tout simplement. L'exemple que je donne sur l'intelligence artificielle, on en parle et ça semble être quelque chose de grandiose qui ne touche pas la petite vendeuse de cacahuètes du quartier, mais tout le monde a son téléphone intelligent et on utilise des logiciels ou de l'intelligence artificielle dans ces téléphones-là. Donc c'est présent dans nos vies. On ne peut pas dire que ça ne l'est pas pour l'instant, donc c'est déjà là. Donc nos politiques sont souvent en retard d'ailleurs sur ça. C'est parce qu'avec le monde tel qu'il est bâti en ce moment, on va acheter un téléphone, on a Google, on a un assistant Google qui nous suit et c'est après qu'on va légiférer. Donc il nous faut comprendre, et je pense, M. Ba en a parlé il y a une minute, que ce n'est pas juste des techniciens qu'il nous faudra, c'est tout un écosystème. Il nous faut du juridique, il nous faut des gens qui sont, entre guillemets, philosophes et sociaux, qui vont analyser la chose, et j'en reviens à l'éducation. Donc cette éducation-là, il faut former les gens déjà dès le bas âge à réagir adéquatement face à ça, socialement, physiquement et techniquement, et utiliser maintenant ces technologies d'intelligence artificielle pour finir, pour améliorer le niveau d'éducation. Surtout à bon escient, mais je ne vous coupe pas. Là, on juge le nombre d'objets connectés à plus de 23 milliards, ce qui est plus que la population. Aujourd'hui, vous prenez une personne, on peut voir 3 cellulaires, par exemple, chez une personne. Mais est-ce que nous les utilisons bien, cette nouvelle technologie? C'est la question qui se pose. Bon, je ne pense pas qu'on ait le choix de bien l'utiliser parce que c'est souvent assez facile d'utilisation quand on parle de technologie. Et
l'exemple pourquoi on doit être quand même positif vis-à-vis de l'Afrique, l'utilisation que nous faisons du téléphone dépasse ce que même ceux qui ont inventé le téléphone font. Par exemple, la monnaie mobile ou le e-money comme on appelle a beaucoup plus de succès au Kenya qu'en Angleterre où Safaricom a exploité le e-money de là-bas, le M-Pesa. Donc il y a des réalités qui font qu'on l'utilise des fois mieux que même ceux qui l'ont inventé. Par contre, on l'utilise sans savoir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, un cas très simple, vous ne savez pas quelle est l'utilisation qu'on fait de votre information de Facebook, qui est utilisée avec des machines intelligentes ou de l'intelligence artificielle pour définir qu'est-ce que vous allez acheter, où est-ce que vous allez demain, quel est le type de maquillage, quelle est votre couleur de fond de teint. Cela soulève même la question de la protection des données personnelles. Exactement. Et bon, dans ce sens quand même, on revient à dire, par exemple, au Sénégal, on a quand même très tôt pris en charge ces lois-là depuis 2008, depuis janvier 2008, et la mise en place de la CDP. Donc, on a quand même des prémices d'une bonne gestion, mais il faut aller plus loin. Il faut donner au numérique sa place, aux nouvelles technologies. On parle d'intelligence artificielle, mais de l'IoT, de nombre d'objets connectés. Vous parliez des téléphones, mais nos voitures sont connectées. Bien sûr. Vous parlez, les maisons sont connectées. Vous avez le câble maintenant, vous avez la fibre optique chez vous, avec un réseau qu'un fournisseur que je ne nommerai pas vous mettre en place, qui peut saisir vos données, savoir qui est connecté de chez vous, combien de personnes habitent chez vous, à quelle heure vous travaillez, et à utiliser, encore une fois, quand je le disais, la ressource primaire de l'intelligence artificielle, c'est la donnée. Et après, il y a les engins qui le traitent. Donc, toute donnée peut avoir de l'importance dans le futur, et nous, on ne sait pas quelles sont les données qu'on donne. On a des comptes Facebook, on utilise d'autres outils, WhatsApp et autres, et on ne sait pas, avec le lien qu'on a créé, on peut savoir avec qui je suis en relation, quelle est la relation que j'ai avec cette personne, et comment définir ou même impacter cette personne-là avec l'intelligence artificielle autrement. Je vous ai vu bouger un peu la tête. Oui, en fait, j'aimerais rebondir sur ça parce qu'aujourd'hui, nous sommes parmi les plus grands producteurs de données au monde. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est un continent très, très bien connecté. Et la meilleure façon, en fait, de se protéger, de protéger ces données, c'est d'en avoir un peu la mainmise. Parce que ce n'est pas que des lois en fait, qui peuvent nous protéger contre en fait, ces géants qui utilisent nos données-là. La Chine l'a un peu compris, peut-être qu'ils ont adopté une méthode un peu plus drastique, mais ils l'ont compris et ils ont implémenté tous les outils en fait, dont la population aura besoin. Ces jeux comme ça, ils ont la main mise sur les données. Donc la question, elle est très critique, elle est très, très complexe, mais il faudrait en fait le peu que l'on puisse faire, qu'on le fasse très bien. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a même des problèmes beaucoup plus simples qu'on peut résoudre, mais qu'on n'arrive pas à bien gérer. C'est les problèmes de compréhension de l'utilisabilité de ces outils-là. Il y a des gens, aujourd'hui, les gens ne sont pas très bien éduqués dans l'utilisation des outils du numérique. On produit des données comme pas possible, mais on ne se soucie pas en fait de l'utilisation que l'on fait de ces données-là derrière. Et on le dit aussi rapidement, peut-être avant, vous souhaitez ajouter. Et on manque de données en fait. Nous, on est de très grands producteurs de données, mais aujourd'hui, moi, étant dans le milieu technique de l'intelligence artificielle, l'Afrique manque de données pour pouvoir développer des solutions d'intelligence artificielle. Et nous sommes parmi les plus grands producteurs de données. Ouais. Voilà. Et là, on parle même du but de l'intelligence artificielle qui est d'améliorer le niveau de vie et réduire les inégalités. Et il est nécessaire de développer une expertise au-delà des centres d'innovation actuels, n'est-ce pas? Oui. En fait, il faudrait que l'on puisse, en fait, dans les centres d'innovation, mettre à l'avant en fait, l'intelligence artificielle. J'ai une belle citation en fait, que j'aime bien, que les gens disent en fait, d'ici quelques années, le modèle économique de toute start-up serait de prendre un produit qu'ils ont et d'ajouter de l'intelligence artificielle dessus. Et donc aujourd'hui, dans les centres d'incubation, dans tous les acteurs en fait, qui essaient d'œuvrer
dans le développement de l'Afrique d'une manière générale, on devrait mettre en avant l'intelligence artificielle. Et on le dit, hein, c'est la réponse à l'avenir, on peut le dire. En Afrique, on ne manque pas de tête, peut-être ce sont les opportunités qui ne s'offrent pas. Et aussi, autre chose, les mathématiques qui sont à la base de tout, hein, pour se développer dans les nouvelles technologies, mais nous l'avons remarqué en Afrique, aller même dans les lycées ou dans les universités. La jeune génération n'aime pas les mathématiques. Bon, c'est vrai qu'il y a une certaine contradiction. Plus il y a de techniques, moins on a tendance à étudier des mathématiques parce que tout ce que les mathématiques nous permettaient de faire, on peut le faire plus facilement aujourd'hui. Mais il est essentiel, vous avez parlé tantôt de l'éducation, de revenir à la base et d'enseigner la théorie parce que toutes les recherches qui se font, parce que ce n'est pas un système abouti. Ça veut dire qu'on ne peut pas penser qu'il n'y aura plus de recherche fondamentale sur l'intelligence artificielle. Et cette base-là doit se faire avec une bonne connaissance des mathématiques et des fois même de la physique, mais principalement des mathématiques parce que c'est des modèles qui ont été inventés ou en tout cas découverts il y a des décennies qui sont utilisés. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui vient d'être découvert qu'on utilise dans l'intelligence artificielle. L'exemple le plus patent, il fut un temps dans les années 80, on parlait de réseaux neuronaux qui sont à la base même d'une des façons de faire de l'intelligence artificielle avec de l'apprentissage. Et c'est resté en veille pendant 20 ans. Et depuis 4-5 ans, c'est revenu à la mode parce que finalement, l'infrastructure a rencontré la capacité de réflexion et tout d'un coup, c'est revenu à la mode et tout le monde refait des réseaux neuronaux. On retourne pour l'apprentissage et on voit venir à grands pas l'ordinateur quantique. Et donc, ça veut dire qu'on va multiplier par 50, 100 ou 1000 fois nos capacités. Donc, ce que nous faisions en 2 heures, 3 heures, maintenant, on va le faire en quelques secondes. Et donc, ça va multiplier ses capacités. Et j'ai fini aussi par cette capacité de faire de la recherche. Arrivé au terme de la première partie. Fondamentale, la recherche fondamentale, qui est très importante. Et l'outil d'intelligence artificielle peut aider les gens à découvrir d'autres choses ou de redéfinir d'autres modèles qu'on n'a pas encore imaginés à nos jours. Nous allons y revenir dans la seconde partie. Vous êtes dans la seconde partie de ce débrief et que c'était tout à l'heure une remarque. Monsieur Ba, en Afrique, les matières scientifiques ne sont pas trop suivies dans les universités, contrairement aux autres. Oui, justement, mais on a tendance à penser que c'est parce qu'on n'aime pas, les étudiants en tout cas, n'aiment pas les matières scientifiques, mais moi je dirais que c'est parce qu'on nous enseigne mal les matières scientifiques. On nous apprend très bien les formules, on nous apprend très bien les techniques, mais on ne sait pas en fait à quoi ça nous sert. Et il faudrait que l'on sorte, qu'on soit en confrontation avec le milieu industriel, avec le milieu de l'emploi, pour qu'on commence maintenant à se connaître un peu ou appliquer ce qu'on a appris. Et ça décourage beaucoup de gens qui ne suivent même pas jusqu'à l'aboutissement de leurs études. Et je ne vous coupe pas même, pendant que les autres sont au stade de la pratique, nous en sommes toujours à la théorie. À la théorie, et ce qui est malheureux quand même, c'est la théorie jusqu'au bac, oui, on peut comprendre, mais c'est la théorie jusqu'à la fin des études. Je suis peut-être très, très catégorique, mais c'est justement ça. Moi, personnellement, je suis sorti de cette formation et aujourd'hui, ça n'encourage pas beaucoup les gens. Et quand même, l'intelligence artificielle, quoi qu'on puisse dire, on ne peut pas faire de l'intelligence artificielle si on ne s'y connaît pas en sciences, si on ne s'y connaît pas en mathématiques, surtout. L'implémentation de l'intelligence artificielle qui marche le plus actuellement, qui est le machine learning, utilise beaucoup de mathématiques derrière. Il ne faut pas qu'on le cache aux gens, c'est presque que des mathématiques derrière. Aujourd'hui, si dans la formation, on n'apprend pas les gens dès le début, en fait, l'application de ce qu'on les enseigne, des formules qu'on leur donne. Ce n'est pas quand il va rester juste une année qu'on va devoir leur dire tout ce qu'il faut faire avec ça. Moi, la remarque que j'ai faite, c'est que la plupart des gens que l'on rencontre au niveau de Galsen AI, dans les séances de workshop et que l'on fait, c'est que ces gens-là, une fois qu'on leur dit, ben, écoutez, vous avez besoin de tel et tel domaine mathématique pour pouvoir faire telle chose, voici comment vous allez le faire, automatiquement, ils s'investissent, ils commencent à les réapprendre. Il y en a même qui commencent à aller dans des bibliothèques, à acheter des livres. Donc, tu vois en fait qu'il y a la volonté, une fois qu'ils savent en fait qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Donc, moi, je dirais qu'il faudrait
puisqu'on parle d'intelligence artificielle et qu'on doit tout changer, entre guillemets, il faudrait aussi que l'on repense notre modèle d'enseignement. Repenser notre modèle d'enseignement. Vous êtes d'avis, Monsieur Ba? Effectivement. Monsieur Diouf, plutôt. Oui, effectivement. Le modèle d'enseignement traditionnel permet d'acquérir beaucoup de savoir, mais particulièrement au Sénégal et souvent dans beaucoup de pays africains, on ne fait pas la jonction des trois savoirs, le savoir-faire et le savoir-être. Il faut que cet enseignement-là se fasse avec une base très solide sur les sciences, les mathématiques et d'autres sciences. Je parlais tantôt de sciences sociales, mais aussi le savoir-faire, donc un peu de pratique, et le savoir-être qui englobe tout ça pour propulser et être prêt à la créativité, être prêt à la création. Parce que la nouvelle révolution, la quatrième, on parle, révolution industrielle, se résume, comme dirait M. Baraka, en A3C, c'est-à-dire il y a l'automatisation qu'on a presque tous fait, mais il y a la compression du temps de l'innovation, la connectivité partout, ubiquité, on est connecté tout le temps et tout est connecté chez nous, mais il y a aussi cette convergence entre le biologique et le technique. Ça veut dire que finalement, même nous, on est un mix de ce qu'on était physiquement humain et technique. L'exemple le plus patent, c'est que demander à quelqu'un de sortir un matin sans son téléphone, il se sent comme déshabillé. Sa journée ne peut pas être bonne parce qu'il n'a pas son téléphone. C'est un complément de savoir, c'est un complément d'être qui est avec nous. Maintenant, dans la famille, on en rit, mais il n'y a plus de débat. Qui a marqué le premier but de la Coupe du Monde? Ce n'est pas le gars du quartier qu'on va appeler pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une machine qui est là pour nous départager en moins de 15 secondes. Donc, là, ça va. Dit en d'autres termes, il faut googliser ça. Il faut googliser. Alors, d'où l'urgence même d'approfondir la réflexion sur les nouvelles problématiques de l'Internet et des objets connectés, n'est-ce pas? Parfait. Et je pense, M. Ba l'a dit dans la première partie, cette adaptation, cette localisation de l'information fait que quand vous googlisez quelque chose qui se passe en Europe, vous avez une tonne d'informations et vous êtes capable vous-même d'en déduire d'autres. Quand vous googlisez quelque chose qui se passe dans votre quartier, vous ne risquez pas d'en avoir beaucoup. Et donc, cette dynamique d'utilisation, de création de données, d'utilisation et de le renchérir pour en faire une donnée utilisable et intelligente, il faut qu'on s'investisse dans ce domaine-là. Donc, il y a une tropicalisation, comme on aurait dit, mais en tout cas, localisation de l'intelligence et de la donnée qu'on doit faire pour une exploitation personnelle. Déjà, avant de passer à M. Ba, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut savoir comment encadrer tout cela avant de passer à l'investissement. Quelle forme de cadre juridique peut y revenir pour la protection des données des consommateurs, selon vous? Bon, je peux prendre maintenant, je pense, dans la zone UEMOA, et même la CEDEAO, le cadre juridique est presque présent. Je sais que la Côte d'Ivoire, il y a 2 ans, le Sénégal depuis 2008, le Nigeria est assez fort dessus. Donc, le cadre juridique de base est là. Maintenant, il va falloir que les professionnels, et encore une fois, j'insiste, que quand je parle des professionnels, ce n'est pas forcément des informaticiens. C'est-à-dire, c'est des professionnels de tout acabit. On va parler des juristes, de sociaux, des gouvernants qui vont pencher sur le sujet et vont définir quelle est la meilleure démarche pour avoir traité de nos informations, pour traiter de l'intelligence artificielle. On parle des caméras, par exemple, dans des villes, de suivi pour la sécurité, mais qu'en est-il de nos données réellement? C'est vrai que si c'est vous, l'individu, qui exploitez une donnée à caractère personnel, le cadre juridique est là, mais si c'est l'État qui vous suit jusqu'à votre dernier retranchement, qu'en est-il de l'exploitation qu'on en fait? Et donc, même se protéger nous-mêmes de l'État et entre nous, pour que, entre individus d'une même société, on ne l'exploite pas mal, mais aussi que l'État ne surexploite pas l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a des tares qui vont naître de ça. La quantité de données dont l'État disposera sur nous, la façon dont elle est exploitée et des classifications qui peuvent être arbitraires et peut-être même
dangereuses. Je donne un exemple assez bête, on parlait tantôt de santé. Est-ce que si demain, on est capable de regarder un enfant qui est en nous et de déterminer les maladies qu'il va vivre, est-ce qu'on va le laisser vivre ou non? C'est des problèmes éthiques qui vont se poser. Parce que la machine pourra vous dire, votre enfant aura une durée de vie X et aura telle maladie dans ça. Est-ce que moi, en tant que parent, je suis prêt à assumer cette responsabilité? Parce que l'intelligence artificielle nous amènera là-bas, sans nul doute. Et là, c'est des décisions d'éthique. C'est des décisions, comme je disais tantôt, de conscience. De l'éthique, il y a un cadre, il y a un aspect socio-culturel aussi. Qui va arriver, définitivement. Je sais que, par exemple, si on regarde le cas du Sénégal, l'avortement médicalisé n'est pas encore passé. Et ça pose déjà assez de problèmes. Imaginez maintenant quand on a cette capacité d'anticipation sur d'autres choses. Parce qu'avec le génome humain, aujourd'hui, on peut définir le chemin de vie de quelqu'un. Si tout se passe normalement, il aura le diabète à 35 ans, la tension à 39, il aura tel problème mental, il est disposé à ça. Quel est le comportement que notre société est prête à avoir dans ce domaine-là? Parce que ça va nous rattraper, ça va toucher le domaine de l'emploi, ça va toucher le domaine des libertés, ça va toucher les domaines économiques et tout ce qui s'ensuit. Donc il faudra sensibiliser en amont. En amont, les États, les gouvernants. D'accord. Monsieur Ba, l'Afrique doit se donner les moyens de se préparer à cette révolution technologique, on l'a assez dit. Comment faciliter la collaboration de chercheurs en intelligence artificielle, ceux de l'Occident et ceux du continent africain, pour éviter justement la fuite des cerveaux? Alors déjà, il faudrait que nous, les Africains, que l'on prenne les choses en main et qu'on essaye de mettre en place, en fait, déjà, il faudrait revoir le financement, en fait, de la recherche en Afrique. Il faudrait mettre en Afrique le cadre qu'il faut pour que nos chercheurs puissent rester et avoir tout ce qu'il leur faut pour travailler ici. Et ça, ce n'est pas seulement de l'infrastructure, mais aussi il y a le cadre juridique dont M. Diouf parlait tout à l'heure. Il y a aussi l'accès aux données. Il y a toute une chaîne en fait qu'il faut développer pour que le chercheur aujourd'hui qu'il puisse sentir en fait l'environnement qu'il lui faut pour pouvoir développer ses recherches en Afrique. Parce que ce n'est que qu'en restant ici, en faisant ces développements, que l'on pourra nous-mêmes avoir la main mise dans notre propre intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle aussi, elle est philosophique, elle est culturelle, elle est personnelle, en fait, on peut la personnaliser. L'intelligence artificielle des États-Unis, ce n'est pas la même intelligence artificielle pour les Africains. Et donc, il faudrait que nous-mêmes, déjà, que l'on puisse avoir ces plateformes qui pourront aujourd'hui rivaliser ou qu'on puisse travailler de main en main avec les plateformes européennes ou américaines qui existent déjà. Même par rapport à la personnalisation, comme vous le dites, on peut adapter chaque création à un contexte socio-culturel bien défini. Oui, exactement. En fait, chaque création, on peut l'adapter à un contexte socio-culturel bien défini. Aujourd'hui, si on prend juste l'exemple en fait, des applications que l'on utilise tous les jours, il y a des applications qui ont été conçues pour une société bien définie. Mais nous, qu'on est obligé d'utiliser parce que le besoin, il est là, mais on n'a pas autre chose qui est mieux adapté pour nous. On a par exemple des applications aujourd'hui de reconnaissance d'objets ou de reconnaissance d'images. Aujourd'hui, il y a beaucoup sur Play Store, App Store, il y a beaucoup d'applications mobiles que tu peux installer qui te permettent de reconnaître des objets. Mais il y a des objets qui sont spécifiques à l'Afrique que ces applications ne pourront jamais reconnaître parce que, juste à la base, on ne les a pas appris à les reconnaître. Et donc, voilà. Et à ce propos même, je vais citer le ministre marocain de la réforme de l'administration et de la fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader, qui a estimé que l'intelligence artificielle peut être une opportunité pour la réalisation des objectifs du développement durable en Afrique, mais que cela suppose une prise de conscience dans la préparation en parallèle des aspects réglementaires et d'éthique, comme vous le dites tout à l'heure, qui pourront facilement, dans le cas contraire, constituer un frein à l'émergence de cette nouvelle niche économique. Vous partagez? Très bien dit, et je pense que ça résume une bonne partie du débat. Ça veut dire qu'il y a une adaptation qu'on doit faire. Je parlais tantôt de localisation. Et il faut comprendre que nos réalités et notre adaptation n'est pas la même que certains autres pays. Et pour citer l'exemple le plus probant, c'est que le niveau de réactivité par rapport à certains faits de société n'est pas le même.
Et pour ça, il faut qu'on s'assure que l'intelligence artificielle, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, l'intelligence artificielle, c'est la machine qui apprend un comportement humain. Et le comportement humain est adapté à la société dans laquelle cet humain vit. Et ça, c'est très important. Donc, ça ne peut pas être mieux dit que ça. Donc, les gouvernants doivent avoir cette démarche d'adaptation et de garantie de l'environnement. Pourquoi pas des assises de l'intelligence artificielle? Parce que ce n'est pas chose aisée et qu'on mette en place le cadre d'évolution et de gouvernance de cette technologie. Et peut-être même vous avez anticipé sur ça, j'allais vous poser la question, faudrait-il également aller vers un fonds panafricain dédié à l'intelligence artificielle? Je le pense, parce qu'on a une proximité comportementale et sociale qui fait qu'on peut mettre des choses en commun et chacun pourrait réadapter localement, mais on peut mettre des choses en commun et l'argent étant le nerf de la guerre. Et tantôt, M. Ba a parlé de la fuite du savoir ou des cerveaux. Beaucoup d'experts d'éminents experts sont africains et travaillent dans d'autres boîtes à l'extérieur. Peut-être qu'il faudrait récupérer certains d'entre eux pour nous aider à avoir une vision sur le sujet plus claire. C'est vrai que ça se fera d'une manière ou d'une autre, mais il faudra que l'on soit sur le siège du conducteur, pas sur le siège du passager. Alors, vous pensez quoi de tout cela? Faudrait également aller vers un fonds panafricain dédié à l'intelligence africaine, M. Ba? Oui, je partage... L'intelligence artificielle plutôt. Oui. Je partage le même avis comme M. Diouf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est fortement culturelle. Et aujourd'hui, il faudrait que... Tu vois, quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle de l'intelligence artificielle très souvent en Afrique. Donc, il faudrait que nos gouvernants puissent avoir aujourd'hui des institutions, quelle que soit la forme, qu'ils puissent s'unir autour d'une unité, autour en fait de l'intelligence artificielle. Et on a tous à y gagner. La recherche va être beaucoup plus harmonisée en ce sens. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, même si du côté des gouvernants, ça tarde un peu, du côté des chercheurs, il y a quand même des associations qui existent. Il y a l'ASIA qui est là, c'est une association au niveau local, mais il y a Black in AI aujourd'hui, qui est une association qui regroupe les chercheurs en intelligence artificielle noirs. Ils n'ont pas peur de le dire parce que justement l'intelligence artificielle, elle est culturelle en fait. Elle est culturelle. Elle est culturelle, nous l'avons remarqué, beaucoup des solutions aux problèmes qui se posent en Afrique émanent justement de ces recherches en intelligence artificielle. Oui. On dirait qu'ils ont la réponse à tous nos problèmes, mais est-ce qu'ils sont assez bien exploités? C'est la question qui se pose. Oui, en fait, l'exploitation, elle reste toujours. Parce que l'exploitation, en fait, elle est faite par l'utilisateur, elle est faite par la société. Aujourd'hui, la recherche, elle produit, elle détecte des problèmes, elle produit des solutions, mais du côté de l'exploitation, elle tarde et ça peut être dû, en fait, à plusieurs facteurs. Et ces facteurs-là, le facteur le plus déterminant, c'est le facteur de la vulgarisation, de la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont peur, quoi qu'on puisse dire, de l'intelligence artificielle. Ils ont peur, moi, dans mon entourage, tout le temps, on m'en parle. Les gens, tu sens qu'en fait, qu'ils ne voient que l'aspect négatif de ces solutions-là, que de grands chercheurs, des gens qui ont fait des études très avancées, passent des nuits et des jours à produire et qui, justement, n'est que des solutions, mais que les gens ont du mal à consommer, en fait. Alors, pourquoi cela, monsieur Diouf? La vulgarisation, déjà, elle pose problème, mais pourquoi cette réticence par rapport à l'intelligence artificielle? Bon, je pense que c'est un phénomène plus ou moins culturel. On nous a un peu rabâché il y a quelques années ou quelques décennies de l'intelligence artificielle où c'est les robots qui prenaient le contrôle de nos vies. Et on part déjà, en parlant d'intelligence artificielle, sur ce prédicat-là. On avance un tout petit peu, on pense à l'intelligence artificielle qui va détruire tous les boulots. Personne ne travaillera plus, c'est les robots qui vont travailler. Il y a une désinformation par rapport à ça? Bon, c'est plus ou moins mythique. Effectivement, il faut recentrer le débat, comprendre que l'intelligence artificielle est une création humaine qui doit être maîtrisée. C'est comme une voiture, comme toute autre chose, qui peut servir en bien et en mal. Dans certains cas, c'est deux faces d'une même pièce. Et donc, il faut déjà
ramener les concepts sur la partie positive de l'intelligence artificielle, qui est déjà là dans le cadre médical, dans le cadre de bonne gouvernance. On parle depuis quelques années de la blockchain, de certaines technologies qui peuvent être alliées à l'intelligence artificielle pour donner une meilleure gouvernance, pour donner une meilleure traçabilité. On parle de big data où on va avoir énormément de données et déjà donc vendre la partie positive et encadrer la partie moins reluisante qu'on a et pour permettre aux gens d'avoir une vision positive de ça, mais aussi de comprendre que dans notre quotidien, c'est déjà utilisé. J'ai vu récemment des exemples dans des banques ou des assurances, je pense que c'est dans le cadre marocain même, quand vous donnez l'exemple, où les gens sont capables de savoir quelles sont les personnes à 85% qui vont renouveler leur police d'assurance en utilisant l'intelligence artificielle. Et peut-être à ce niveau-là, leur donner une manière plus facile de faire ce renouvellement. Donc ça va faciliter notre cadre de vie, ça va améliorer notre espérance de vie, ça va améliorer notre qualité de vie. Mais il y a des problèmes, mais ne pas mettre le focus sur l'employabilité, sur la prise en charge automatique ou en tout cas le détournement de nos vies par des machines. C'est vrai, ça va arriver en partie, mais il faut l'encadrer et être mieux préparé pour ça et voir là où c'est moins reluisant et mitiger ces risques-là et exploiter l'opportunité de ce que ça nous apporte. Alors, et moi, en fait, je voulais juste ajouter qu'il faut dire, en fait, qu'il faut apprendre à cohabiter avec ces machines-là. Et c'est tout le challenge, en fait. Je donne juste l'exemple de Uber, qui est le géant des taxis, qui, quand ils ont déployé un nombre X, un nombre très grand de voitures autonomes qui marchent, mais le jour où l'une de leurs voitures a fait un crash et qu'une personne est morte de ça, et ça a fait tout un buzz. Mais nous, on vit avec des voitures qui font des accidents tout le temps, mais on est parvenu quand même à vivre avec maintenant. C'est devenu presque normal. Mais aujourd'hui, tout ça, moi, je pense que c'est dû au fait du fait que l'intelligence artificielle, quand même, est toujours très très jeune, c'est toujours à l'état je disais même du nourrisson en fait, c'est très jeune, même si dans la recherche c'est là depuis longtemps, mais quand même dans l'application c'est très jeune, ça fait même pas 20 ans qu'on commence à avoir des solutions sur ça. Peut-être qu'avec le temps on finira par adopter un mode de vie qui nous permettra de cohabiter avec ces outils-là. Peut-être nous allons même terminer avec ça. Tout à l'heure nous avons cité en exemple le Rwanda et l'Éthiopie. Déjà au Rwanda nous avons vu des drones qui transportent des poches sanguines, c'est-à-dire le temps que prend une voiture à aller d'une structure à une autre, ce sont les drones qui effectuent ces transports-là en temps record. Cela aussi, on peut dire que c'est un aspect positif par rapport à l'intelligence artificielle, n'est-ce pas, M. Diouf? Oui, par contre, je pense qu'il faut faire attention entre l'automatisation, les inventions et l'intelligence artificielle. Le fait de déplacer une poche de sang n'est pas forcément de l'intelligence artificielle. On peut mettre de l'intelligence artificielle derrière. Ça veut dire savoir que dans telle zone, parce qu'il y a de la programmation derrière tout ça. Voilà. Et cette partie de programmation peut être purement de l'automatisation, c'est-à-dire qu'il y a un humain qui décide qu'à 8 heures, on va envoyer une poche de sang à un endroit X. Par contre, l'intelligence artificielle ira plus loin. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle pourra déterminer que telle zone manquera de sang demain à 8 heures et qu'à 7h30, il décolle pour amener ça là-bas. Donc, c'est vraiment tout un cheminement entre l'informatisation, l'automatisation et l'intelligence artificielle qui va prendre des décisions. Et c'est là que l'on va voir la prise de décision ou les calculs sur des données très complexes que l'intelligence artificielle jouera son rôle. C'est vrai que c'est une innovation qui peut être intéressante, mais imaginez plus loin quand quelqu'un, par satellite, voit qu'il y a un accident qui se passe sur une route au Rwanda quelque part et décide dès à présent de prendre une poche de sang et d'aller dans cette direction parce qu'on risque d'avoir, et dans cette zone-là, la majeure partie des gens sont de groupe A et savoir que c'est du A qu'on va amener. Donc c'est avant même que l'humain n'ait le temps de regarder, d'analyser, cette machine pourrait le faire. C'est ça l'intelligence artificielle. Ça va plus loin que les ordres que nous donnons à des machines. Ça va dans l'anticipation, dans la prise de décision. Et vous voyez encore une fois des erreurs qui peuvent se placer parce que s'ils décident que c'est des A alors que c'est des B, on a des problèmes. Donc la donnée est essentielle là-bas pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et la vision spatiale pour voir qu'il y a un accident, qu'il y a des blessés. C'est des décisions que l'humain est habitué à prendre, mais qu'une machine ne sait pas prendre.
Et là aussi. Et pour rassurer un peu, c'est cette prise de décision aujourd'hui qui est au cœur de la recherche. L'automatisation aujourd'hui, on est arrivé à un stade où l'automatisation, ce n'est plus mystérieux, on le fait très bien maintenant, mais cette prise de décision, c'est ça qu'on essaye de maîtriser dans le cadre de la recherche en intelligence artificielle pour pouvoir l'améliorer. Il faut savoir qu'en fait, la prise de décision, elle peut être très bien faite par les ordinateurs, par les machines, si on maîtrise les paramètres qu'il faut. Si on peut espérer, si demain on parvient à maîtriser les paramètres émotionnels, les paramètres rationnels de l'être humain, eh bien, il faut s'attendre à ce que les machines prennent de meilleures décisions que les êtres humains, parce que quand même, faut le dire, les machines ne sont pas corrompues. Et peut-être même terminer avec ça, ça sera d'ailleurs la dernière question. Vous pensez que le continent africain pourra y arriver très bientôt avec ces inventions? Oui, bien sûr, sur le continent africain, il y a des jeunes, il y a des gens qui travaillent, il y a beaucoup d'innovations en Afrique. Ce n'est pas pour rien si aujourd'hui les géants des États-Unis, de l'Europe viennent s'implanter ici en Afrique, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un fort potentiel ici. Mais après, il faut savoir que la créativité, elle ne se passe pas que dans la tête. Après qu'on sorte les idées, on a besoin d'accompagnement pour la conceptualisation des idées qu'on a. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque à l'Afrique. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ont des idées, ils ont même des prototypes qui marchent. J'en profite déjà J'en profite pour féliciter Mohamed Thiam, qui est dans la communauté Galsen AI, qui a travaillé sur un drone intelligent. Donc, il y a beaucoup de jeunes que peut-être que l'on ne connaît pas, qui travaillent sur des solutions qui marchent très, très bien. Mais aujourd'hui, dans le déploiement, ça fait défaut parce qu'il n'y a pas cette plateforme, il n'y a pas cet accompagnement-là. Alors, M. Diouf, avec le dernier mot, peut-être? Dernier mot, c'est l'écosystème, l'accompagnement, la conscience des gouvernants, la conscience des financiers et le peuple aussi. Donc, c'est une triptyque information et éducation, gouvernance et la partie de l'écosystème qui doit reprendre la main pour que l'intelligence artificielle soit nôtre, pas qu'elle nous soit importée ou qu'elle nous soit imposée tel que ça se fait jusqu'à présent, résoudre nos propres problèmes et avoir une optimisation de ce qu'on peut faire avec cet outil. Voilà, comme on le dit, il faudrait que nos gouvernants déjà, parce que la majeure partie de responsabilité est à leur niveau, il faudrait qu'ils encadrent d'ailleurs ces jeunes Africains qui sont capables d'inventer, parce qu'on peut le dire, il y a du potentiel en Afrique. Ce n'est pas pour rien que les géants Internet installent ici leur centre pour pouvoir en bénéficier. Il faudrait que nos gouvernants prennent conscience déjà de ces potentiels-là et mettent un environnement propice au développement de l'intelligence artificielle. Voilà, n'est-ce pas, dans le continent africain. Mes invités sont d'avis. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à nos invités. Je rappelle, il s'agissait de M. Elias Waliba et M. Mohamed Diouf de Gaïndé 2000. Vous êtes cofondateur de Galsen Intelligence Artificielle. C'est la fin de ce débrief. Rendez-vous dans un autre débrief, toujours sur Médian TV Afrique.